l'entraînement et tu t'as dit que tu vas entraîner tous les jours et n'importe où. Et tu vas entraîner et chaque jour tu vas entraîner au moyen combien de temps? Et est-ce que tu peux donner un exemple? Par exemple, un jour que tu entraînes en plus, c'est-à-dire que toute la journée ou le plus pour toi dans un jour, le maximum. Partager le temps d'entraînement. Partager le temps d'entraînement? C'est-à-dire Il n'y a que pas de temps. c'est comme dans un jour, voilà. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, quand tu sais que quelque chose que tu fais donne un sens à ta vie, tu comptes pas les heures, tu comptes pas le temps. C'est un truc qui se fait tout le temps en fait. Et puis c'est pas l'entraînement que là je fais. En fait, lorsque lorsque tu entraînes ton corps, en fait, c'est un travail que tu dois faire toute ta vie. C'est pas quelque chose qui est acquis en fait en permanence. C'est un travail de tous les jours, tout le temps en fait. Et un jour, en moyen, tu vas entraîner en combien de temps si tu es vraiment très occupé? Ça dépend vraiment du jour. Il y a des jours où je peux même pas m'entraîner parce qu'en fait je travaille trop et puis après il faut que je me repose et je suis trop fatigué pour vraiment bien m'entraîner, alors je m'entraîne pas. Mais sinon vraiment quand je travaille beaucoup, c'est plutôt au réveil, j'ai comme des petits temps que je laisse pour moi en fait. Où est-ce que je me retrouve, c'est-à-dire que je fais ça au réveil. Si je sais que dans la journée je ne pourrais pas m'entraîner physiquement et tout, je fais toujours quelques exercices dans le lit, ça peut durer 10 à 20 minutes, et après le soir. Mais dans le lit, où est-ce que je fais mes respirations, où est-ce que je m'étire, mais je ne vais pas dehors sauter, je ne vais pas vraiment m'entraîner physiquement, c'est un autre travail en fait. C'est pour l'esprit? C'est toujours à propos de l'esprit en fait, tout ce que je fais. Ouais. Je pense que faut que vraiment qu'on comprenne que dans tout ce qu'on fait, en fait, le corps c'est important. Il faut vraiment prendre soin du corps parce qu'en fait c'est notre outil de travail en fait, le corps. Il faut en prendre soin, mais c'est l'esprit qui dirige le corps en permanence. En fait. Et après on peut le retrouver par le mental et tout, mais c'est un peu comme quand on prend l'exemple de la voiture en fait. Le corps ça serait comme une voiture, mais c'est le conducteur qui est important. Et si tu as du temps, le maximum, tu peux... Si j'ai du temps, je m'entraîne toute la journée. Toute la journée? Ouais, toute la journée. Dès le matin, dès que je me réveille et puis jusqu'au soir où est-ce que je m'endors. Par exemple, un jour, quand tu as du temps, tu vas entraîner quand j'étais plus jeune, vraiment que... à l'époque où est-ce que j'ai décidé de vivre vraiment de la pratique en fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'école très tôt et que j'ai décidé vraiment essayer de gagner ma vie à travers ces pratiques-là en même temps, en faire mon travail personnel et en même temps un métier pour que je puisse gagner ma vie. Je m'entraînais toute la journée, ça a commencé dès mon réveil, ça dépend, mais c'était très tôt le matin, parfois 6h, parfois 7h du matin, jusqu'au soir 22h, 23h. Et après je m'arrêtais pour manger, je m'arrêtais pour aller d'un spot à un autre, ou d'un endroit à un autre. Mais sinon c'était toute la journée, ça a duré des années comme ça. Tu t'es entraîné comment? Tu dis que tu vas courir? Je vais courir, la course c'est une base parce qu'en fait ça fait travailler la respiration et ça travaille tout le corps. Et puis dans ce qu'on fait dans la petite Yamakasi, il y a beaucoup de courses en fait. Il faut avoir une très longue endurance. Alors ça peut commencer par des footings, il y a beaucoup de tractions comme là j'ai fait, beaucoup de travail avec le poids du corps, un peu là ce qu'on appelle aujourd'hui le workout. Et après je travaille mes sauts, je travaille les sauts de base, après j'ai mes exercices où est-ce que je me stretch, où est-ce que je m'étire, mais pas vraiment des exercices vraiment de souplesse, mais toujours de travailler dans la mobilité. Après je fais avec des exercices vraiment qui sont un peu plus techniques et aussi spécifiques à ce que je veux faire en fait dans mes objectifs en fait du moment. Non, je m'entraîne là-bas. Là, c'est juste pour voir si c'est bien pour faire l'interview.
Anche interview d'ailleurs. Non, c'est bizarre. Non. Ulana. Ada Ikeiwa. Ouais, il y a ça. C'est les toilettes. Ici. Ah, il y a des gens. Et en fait, c'est les toilettes, c'est pas. Bon, il va partir. Et ici, tu peux asseoir ici et... J'aurais pu monter là-bas. Le Nadai. J'aurais pu monter là. Ça fait beaucoup de bruit ici. Hein. Comment on dit du bruit? Il y a beaucoup de bruit. Có nhiều ồn không? Có nhiều tiếng ồn không? Là, je crois que c'est dur ici. Hein. Tu veux pas changer d'endroit? Caillon. Ok. Avant de faire les mouvements dangereux, comme sauter très haut comme ça, dans les différents endroits, et est-ce que tu dois préparer quelque chose? Et tu peux parler comme il faut vérifier le mur comme ça, du temps, c'est-à-dire les conditions, ou le poussière, le matériau, comme ça. De ça, c'est une question pour parler. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut faire attention avant de sauter ou de faire quelque chose de dangereux. Et c'est énorme. C'est comme, on va dire ça pour le midi maintenant. Ouais. Ouais, quand je fais... lorsque je vais sur les toits par exemple, ou que je fais des choses qui sont dangereuses, en fait tout compte dans ces moments-là. C'est pas... c'est-à-dire que je vérifie souvent le mur avant l'atterrissage et puis aussi le départ, je regarde si ça n'existe pas. Parce qu'en fait quand tu es dans les hauteurs, tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut vraiment tout vérifier au maximum que toi tu peux en fait. Pour pas minimiser le danger au maximum. Et puis il faut vérifier si le terrain il est bon, si ça le temps il est bon. Si toi t'es prêt aussi, c'est sûr. Mais il faut tout vérifier en fait. Parce qu'il suffit que tu glisses et qu'il y ait le moindre chose que toi t'as pas vu en fait. Pour que tu sois déstabilisé. Et puis dans cette hauteur là tu peux pas te le permettre en fait. Alors que quand tu es je sais pas, sur le sol que tu t'amuses, là tu peux improviser beaucoup plus, là tu peux plus t'amuser, là tu peux plus te laisser aller en fait. Et si tu as déjà fait ça, avec l'habitude de sauter comme ça, avec la même hauteur, mais si tu changes l'endroit ou dans un autre pays comme ça, tu peux faire tout de suite ou il faut entraîner au début? Pour une fois que tu es vraiment entraîné, que tu es habitué en fait à une chose, tu peux le faire très vite en fait. Tu peux même le faire en improvisant. C'est-à-dire que dès que tu vois le saut, tu vas le faire en fait. Mais vaut mieux vérifier. Quand tu peux, vaut mieux vérifier. Et après, parfois, tu te mets des challenges, tu dis bon, j'y vais et puis après tu vois. Parce qu'en fait, parfois la vie c'est comme ça. Mais vraiment, quand tu es en hauteur, il faut minimiser le risque au maximum parce qu'en fait, tu connais pas le terrain. Et là, ce que j'ai vu au Vietnam et puis beaucoup en Asie, c'est comme je disais la dernière fois, le temps il change très vite, il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de poussière, les murs ne sont pas forcément solides, la peinture glisse souvent, alors il vaut mieux vérifier en fait. Mais après ça m'arrive que je fais tout d'instinct et puis sinon avec l'intuition, avec l'habitude, avec l'entraînement, je peux improviser en fait. Mais je suis pas dans les hauteurs, j'aime pas trop faire ça en fait. S'il pleut, c'est difficile après. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Quand il pleut, ça glisse partout. T'es plus lourd, t'as pas les mêmes appuis, tes repères ils changent. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Donc avec les techniques que tu as déjà entraînées dans Yamakasi ou avec ton méthode, et tu as déjà voyagé ou fait les workshops du monde,
Est-ce que tu peux parler un peu des difficultés de chaque pays différent ou par exemple à l'étranger, dans les pays Europe ou les pays asiatiques ou comme ça, c'est quoi les différents et difficultés pour toi pour entraîner tes méthodes? En fait, chaque pays a sa culture, a sa manière de voir la vie, sa manière de voir les choses. Mais lorsque je fais les workshops, lorsque je partage ma pratique et que je partage Yamakasi, j'ai remarqué que de toute façon on a tous le même corps, entre guillemets, on a deux bras, les deux jambes, on se sert de notre tête, on a toujours les mêmes jeux émotionnels aussi. Ça change pas trop en fait. Mais après c'est plus des choses culturelles qui peuvent ressortir dans la manière de dire les choses, dans la manière de faire les choses. Sinon il n'y a pas trop de différence. C'est-à-dire que partout tu peux être en Chine et puis vraiment à l'autre bout du monde, au Canada, sinon sur Hawaï ou sinon sur une île perdue, c'est des hommes en fait. Je pense que la différence c'est le climat et les matériaux de mur. Ouais. Tu peux parler. Mais moi j'attache pas beaucoup d'importance vraiment sur ça en fait. Parce qu'en fait j'aime bien travailler avec la personne en fait. C'est la personne en lui-même qui m'intéresse en fait, que de ce qu'il a envie de faire, de sa motivation, comment je peux l'aider à se retrouver, à se réaliser en fait. Et pas vraiment l'environnement. Ensuite l'environnement, la personne, elle vit ici, il faut qu'elle fasse avec. Mais le plus compliqué ça en fait c'est de vivre avec soi. Avec la langue, j'ai remarqué que en fait quand tu parles avec les gens et que tu veux vraiment donner quelque chose avec le cœur, la parole elle sert plus en fait. Tu peux être avec quelqu'un sans parler et puis tout se passe bien et puis on se comprend en fait. Tu commences à entraîner le sport, ou on peut dire art de déplacement. Art de déplacement. Au début il n'y avait pas de nom. Tu veux dire que tu vas entraîner Yamakasi depuis quel âge et parce que ça c'est les mouvements dangereux des fois, donc est-ce que tu as peur avec ce l'âge ou pas? Parce que moi je sais que tu commences à 9 ans et donc tu vas partager un peu qu'avant il n'y a pas de nom comme ça et après jusqu'à quel temps tu changes à Yamakasi. Le sentiment au début de décider de jouer ce sport. C'était quoi la question? C'est une question. La question c'est comme ça. C'est quoi? Est-ce que à quel âge tu commences à jouer Yamakasi et si tu commences quand tu es petit, est-ce que tu as peur ou pas? Parce que ça, c'est les mouvements des fois dangereux. J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 9 ans. Et ouais, quand tu es petit, comme les enfants, tu peux ressentir de la peur aussi. Surtout quand tu fais des choses que toi tu ne connais pas, qu'en fait t'as pas forcément l'habitude. Et j'ai eu de la chance de connaître la pratique très tôt, de m'entraîner très tôt et de faire des sauts entre guillemets risqués très jeune en fait. Et j'ai eu le temps de m'habituer et puis de vivre ça assez naturellement en fait, sans me forcer forcément, entre guillemets forcer. Je dis ça forcer parce qu'il y a toujours un entraînement derrière. Mais je sais pas, quand tu es jeune et tout, tu suis tout tempo, tu prends le temps de faire les choses et tu vas pas plus vite que la musique en fait. Je sais pas, au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué que la nouvelle jeunesse va beaucoup trop vite. Mais c'est un peu comme si on regarde trop à l'extérieur, on regarde trop qu'est-ce qui se passe je sais pas, chez le voisin, qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et du coup, on commence à perdre son tempo, son rythme. Et là, on est en décalage. Tu peux dire comme oui, au début, ça ne s'appelle pas Yamakasi. Bah, tu l'as dit. Non.
Ouais. Oui, par rapport, parce que là tu me demandes par rapport à Yamakasi, le parcours, qu'est-ce que c'est ou Non, c'est non, quoi le nom? c'est juste parce que j'ai dit que tu commences Ouais. à entraîner Ouais. à quel âge Yamakasi. Lorsque Après, j'ai tu vas commencé à dire- m'entraîner, ouais. Tu vas dire, Lorsque non, j'ai au commencé à début, m'entraîner, ouais, ouais. il n'y a pas de. Pour moi, c'était. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était juste une histoire de saut. C'était un peu comme des épreuves à passer. C'était bon, on dit est-ce que tu es capable de sauter d'ici à là-bas? Est-ce que tu es capable je sais pas, de monter sur je sais pas, ce truc-là qui est quand même haut, tu vois, pour pas. Est-ce que tu n'es pas capable de traverser ce tuyau-là qui est au-dessus de la rivière? C'était un peu comme des challenges en fait. Et puis avant, il n'y avait pas beaucoup de techniques, il n'y avait pas encore de nom en fait de pratique. Et, euh, et avec le temps, en fait, quand on a commencé, lorsqu'on a commencé, je sais participer dedans, mais pour moi, c'est plus les grands frères qui ont fait beaucoup de choses. Et puis moi, j'ai vécu mon histoire en parallèle. Et ils ont commencé à, je sais pas, se demander comment on pourrait faire. En fait, il faudrait leur demander comment eux, ils ont fait ça. Mais je vais dire plutôt pour moi parce que là je peux pas dire pour eux, mais je sais qu'à un moment donné, quand tu veux partager quelque chose aux autres, pour moi c'était un peu, c'est pas une passion, mais c'était une pratique que pour moi je sentais qu'il pouvait aider énormément les gens parce que il faut travailler sur soi en fait dans la vie. Et puis j'ai remarqué qu'avec ces pratiques-là, tu peux te retrouver et puis te poser les bonnes questions pour avancer dans la vie. Mais comme il n'y avait pas de nom, comme il n'y avait pas de repère, il fallait donner quelque chose aux gens pour qu'ils puissent se dire mais qu'est-ce que c'est? Tu peux pas dire à quelqu'un oui voilà ce que je fais, je sais pas, tu vois? Tu peux pas dire ça à quelqu'un en fait. Ok. Ouais. Alors quand j'ai commencé à m'entraîner et tout, il n'y avait pas de nom de pratique, il n'y avait pas de nom en fait pour ce qu'on faisait. On disait juste on va s'entraîner. On va s'entraîner, il n'y avait pas de nom quoi. Et puis avec le temps, il y a eu comme un groupe d'amis qui se sont rassemblés puis structurés, entre guillemets, des gens qui étaient passionnés en fait et qui avaient envie de. Je sais pas, ça faudrait leur demander ce qu'eux voulaient faire. Mais j'ai vu des gens qui étaient passionnés, qui avaient envie d'avancer dans leur vie, qui étaient dans une recherche, qui étaient. Souvent ils parlaient de quête de force, mais pas la force, hein, mais force de, je sais pas, surpasser les obstacles de la vie. Et c'était intéressant pour moi parce que je pense que c'est important dans la vie de faire ce travail-là. Et en 1996, il y a eu, ils se sont rassemblés, c'est plutôt les grands frères qui se sont rassemblés. Ils ont dit bon, ça serait bien de pouvoir vivre de la pratique qu'on fait en fait. Et ils ont décidé d'appeler ça Yamakasi, l'art du déplacement. L'art du déplacement comme nom de pratique, et puis Yamakasi c'était le nom du groupe. Mais avec le temps, pour moi Yamakasi, c'est un choix qui s'est fait à la sortie du film Yamakasi en 2001. Les gens, lorsqu'ils voyaient des gens sauter, bouger dehors, ils disaient ah tu fais du Yamakasi. Et en fait j'ai trouvé ça beaucoup plus juste en fait. Je trouvais que c'est vrai que le truc qui est important c'était l'état d'esprit qu'il y a dans la pratique. Ouais. Et que Yamakasi c'est quelque chose que Yamakasi c'est-à-dire esprit fort, et c'est quelque chose qui est très important dans la vie en fait. Quand tu fais quelque chose d'important dans ta vie, il faut garder le cap, il faut avoir un esprit fort à ce moment-là. Mais c'est pas une question de force comme je disais physique, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de simplement vouloir quelque chose en fait. Et pourquoi ça c'est Yamakasi? Ouais. La signification, pourquoi ça c'est Yamakasi? Pourquoi ça c'est Yamakasi Le nom. Est-ce Pourquoi que tu c'est peux dire trois mots, c'est bien expliqué? Non, ouais, Parce que je Yamakasi. vais partager, Ouais, ah ok, un ouais. truc comme ça. Yamakasi, c'est. Yamakasi, tu veux que je t'explique Yamakasi, le mot africain ou le sens en fait? Oui, ouais. mots. Ouais. Tu peux dire qu'en Yamak- africain ouais. c'est comme ça et en français c'est. Ouais. Voilà, Yamakasi. et anglais aussi. Ouais. Alors en fait, Yamakasi, c'est un mot zaïrois de la langue africaine. Quoi, je sais pas si on dit la langue africaine, mon français il est un peu bizarre. Mais Yamakasi, ça veut dire esprit fort, corps fort, homme fort. En fait. C'est tout ce qui est associé à fort en fait, dans la langue de Lingala. Ouais.
Et puis pour moi, le truc qui était important dans le mot Yamakasi, c'était esprit fort. Je sais pas, j'ai remarqué que dans la vie, c'était plutôt l'état d'esprit qui était important dans ce que tu fais. En fait. Est-ce que tu as dit que c'est un sport pour passer les obstacles et aussi pour passer la peau, c'est ça? Il faut franchir. Donc, Ouais. dans quel moment, quand on freine, parce que tu as dit qu'au début, quand tu es un enfant, on freine, oui, bien sûr, c'est un peu difficile, t'as peur, parce que ça, c'est des mouvements. Il faut Ouais. sauter très loin, comme ça. Et donc, est-ce que tu te rappelles à quel moment ou dans quelques secondes, tu trouves que tu peux passer, tu peux franchir Souvent, la peur dans la pratique, c'est quand tu veux faire quelque chose, mais qui te dépasse, ou son que tu ne comprends pas, en fait. Et souvent, la peur, tu te rends compte que c'est qu'une incompréhension, en fait, des choses. Mais après, c'est sûr que quand tu veux trop quelque chose, mais que tu ne peux pas y arriver, après, le corps, il suit, en fait, cet état d'esprit-là. Alors, du coup, tu peux trembler, tu peux commencer à transpirer, tu peux commencer à penser bizarrement. Tout devient fouillis dans la tête, en fait. Et ça, c'est des choses qui m'arrivaient plein de fois, en fait. Mais en étant petit, je disais que quand tu es petit, ça t'arrive aussi, mais c'est plutôt les choses de la vie qui te font peur, en fait. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un truc à l'école, parler, je sais pas moi, parler au professeur. Je sais pas, t'as pas fait tes devoirs, tu sais, t'as te faire engueuler. Peut-être le contact avec les parents. Après, ça peut être les gens dans la rue. C'est plutôt les choses comme ça, en fait. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Mais je sais pas, pour un enfant, nous on vit dans le présent en fait. Quand tu es enfant, tu vis l'instant présent en fait. Alors ça te fait peur, mais après 5 secondes après, c'est oublié. Mais après, ça reste en mémoire dans le corps. Et puis quand tu grandis, tu prends plus conscience des choses et ces choses-là peuvent ressortir. Et souvent, et c'est pour ça que je trouve intéressant cette pratique-là, c'est quand tu commences à faire quelque chose parce que tu es dans tes limites. En fait, quand tu veux faire un saut, mais que tu arrives à... tu sais que tu peux le faire, mais c'est quasiment ton maximum en fait. Du coup, il y a plein de questions qui ressortent et surtout, c'est ce que tu as fait dans la vie en fait. C'est-à-dire que c'est ton passé qui t'aide à faire ce que tu peux faire dans le présent. Et là, tu comprends que chaque chose compte. Et là, tu dois travailler sur des choses que tu as toujours voulu esquiver. On dit esquiver, que tu as toujours voulu détourner. Et là, tu dois les affronter, en fait. Mais c'est pas des choses simplement physiques, c'est vraiment dans la tête. Et c'est ça qui est compliqué. Mais il y a une solution, en fait. C'est pour ça que tout le travail que là je fais, j'adore parce que je sais que ça m'aide en fait dans ma vie de tous les jours. C'est ça que marcher, je sais pas, le tour, les gens disent à quoi ça sert, je dis mais fais-le. Peut-être que tu comprendras, si tu marches les yeux fermés, tu te rends compte que même la lumière quand elle change, ça peut te bousculer. Une lumière qui te traverse, ça peut te faire basculer d'un côté ou d'un autre. Mais après tu te rends compte, c'est pas forcément la lumière, mais c'est toi qui a dit c'était qu'une lumière, mais toi tu en as fait un caillou énorme, comme si que ça t'avait tapé. Alors c'est ton imagination et souvent la peur c'est ça en fait. C'est de comprendre que comment tu penses et tout ce que tu entreprends, ça va réagir dans ton comportement de tous les jours en fait. Et que si tu comprenais que tu pouvais changer ces choses-là toi tout seul en fait, ça irait beaucoup mieux en fait. Ouais. Donc avant de faire la saute, très Avant de faire le dangereux saut, ouais. et très lent. Est-ce Ouais. que tu as peur juste en quelques secondes juste en un moment? J'ai pas. Non, parce que quand je sens pas quelque chose, je le fais pas. Souvent, quand j'ai un saut à faire qui est très dangereux et que c'est ma limite, si c'est pas le bon moment, je le fais pas. Du coup, je suis pas. J'ai une appréhension parce que j'ai toujours cette envie, cet enthousiasme d'y aller en fait. Mais en même temps, je me mets pas la pression en disant oui, je le fais coûte que coûte en fait. Alors du coup, je suis en tension parce qu'il faut être concentré et en même temps, je suis relâché parce que si je le sens pas, je le fais pas en fait. Et je trouve que tu aimes bien de monter sur les ponts. Ouais.
pourquoi, qu'est-ce que t'intéresse? Parce que les ponts, par exemple, les ponts dans la ville, normalement, t'as pas le droit de monter comme ça. Mais je pense que tu dois cacher pour monter et en plus, pourquoi Ouais. ça t'intéresse? Bizarrement, quand je grimpe des ponts et tout, je me cache pas forcément. Je le fais sur le moment. Je trouve que les conditions sont réunies pour que je puisse grimper le pont. Et en fait, pour moi, ça me permet de voir la vie autrement. En fait, en fait, Yamakasi, c'est un peu comme une école de la vie. C'est-à-dire que ça t'apprend des choses que tu n'apprends pas forcément à l'école, en fait. Et quand je monte un pont, j'emprunte un autre chemin. C'est comme emprunter une autre vision d'aborder la vie de tous les jours, en fait. Et puis ça te permet de voir la vie autrement. Et puis en même temps, j'aime bien le pont parce que pour moi, le pont, c'est le lien qui fait entre quelque chose et une autre chose. Mais il y a un lien, en fait, entre ces deux choses différentes. Le pont te permet, je sais pas, de traverser une rivière alors que normalement, c'est pas possible. J'adore ça, en fait. Ouais. Et puis j'adore être dans la hauteur et puis avoir ce recul-là pour voir la vie sous un autre angle et puis la voir vraiment avec ce recul qui te permet d'être relâché et puis de voir qu'est-ce qui se passe réellement, en fait. Et pas forcément la tête dedans où est-ce que tu ne comprends plus rien, en fait. Ouais. C'est important qu'on puisse avoir je sais pas, du temps pour soi, mais après tu peux trouver ce pont-là en toi, en fait. Je sais pas, c'est la même chose. Il y a plein de gens, je vois, je sais pas, dans le bus, je vois, ils sont assis et puis on dirait qu'ils sont ailleurs. En fait, ils sont sur leur pont à eux, en fait. C'est ce temps-là que tu prends pour toi, que tu le fais parfois inconsciemment, mais qui est important de faire, en fait. Ouais. Et la famille, la fiancée, comment, ta famille, et pourquoi tu vis en France, mais tu penses que, tu trouves que la culture vietnamienne a très très influencé pour toi, ta vie, ton traitement. Et en plus que la culture française. Par exemple, beaucoup de choses que je t'ai dit avant, c'était ma manière de penser et tout, je la dois beaucoup à la manière de penser vietnamienne, à la culture vietnamienne. Parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup auprès de ma mère, en fait. Simplement en la regardant et puis en l'observant, en fait. Et puis, ma mère, c'est une vietnamienne. Vraiment traditionnelle. Et puis avec le temps, je l'ai vu vivre en France et elle est restée la même. Et j'ai toujours été impressionné dans sa manière d'aborder la vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans la vie. Elle a dû élever 6 enfants toute seule dans un pays où elle ne parlait pas la langue. Elle a fait et je l'ai... mais quand je dis jamais, elle m'a mis comme une pression, je ne sais pas. Je l'ai vu tendu, avoir des craintes dans sa vie de dire bon, comment je vais faire pour nourrir 6 enfants. Déjà, avoir un enfant c'est compliqué, alors x6. Mais voilà quoi, elle a eu confiance et puis elle m'a appris à avoir confiance en la vie, en fait. Et c'est une chose que j'ai vue la première fois que je suis venu au Vietnam, qui était très fort chez les Vietnamiens, en fait. C'est peu importe dans la condition où est-ce que tu es, ils ont confiance dans la vie, en fait. C'est-à-dire qu'ils abordent la vie avec les difficultés, mais sans en rajouter beaucoup plus. Après, c'est sûr que tu peux voir d'autres Vietnamiens qui râlent tout le temps, mais il n'y en a pas autant que ça, en fait. Alors qu'en France, on a plutôt une manière de penser. On se plaint beaucoup. Mais en même temps, c'est bien d'avoir une balance dans les deux. J'ai remarqué aussi que les Vietnamiens, mais c'est très asiatique, n'expriment pas beaucoup les émotions. C'est pour ça que peut-être qu'ils abordent les difficultés plus facilement, mais quand ça sort trop, en fait. Ça déborde. Alors qu'en France, on exprime nos émotions. On dit les choses, quand ça va pas, on le dit, en fait. Peut-être parfois c'est chiant, parfois c'est relou, mais c'est important d'exprimer les émotions. Faut pas les garder en soi et puis après ça fait comme des maladies, en fait. C'est pour ça que
moi ce que je fais, la pratique que là je fais, que ça peut être un sport, mais pour moi je vois comme un art de vivre, ça permet d'exprimer toutes les émotions que je ne peux pas dire forcément. Parfois parfois il y a des choses que je comprends pas, et puis ça me fait des choses qu'en fait je dois exprimer, mais je ne sais pas comment. Mais en bougeant, ça sort. Et du coup, je me sens bien après. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de ton père? De mon quoi? De ton père. Et mon père et quand ta mère tout seul pour... alors, en fait, c'est mon père et ma mère se sont séparés lorsque j'ai eu 10 ans. Parce qu'en fait, mon père sortait avec une autre femme, il a rencontré une autre femme. Et mes parents se sont séparés. Et du coup, ma mère se retrouvait toute seule, en fait. Elle avait 6 enfants. Et mon père, c'était quelqu'un de beaucoup plus dur. Alors là, par contre, c'est l'autre côté vietnamien, j'ai vu, où c'était un père qui était très autoritaire, parfois qui était violent. Et quand je dis violent, j'étais presque j'étais comme un enfant battu, en fait. Et puis lorsqu'il était en France, et ça s'est vu en France, il y a comme des lois où on dit bon, faut faire attention aux enfants, on n'a pas le droit, les claques, taper les enfants. Normalement en France, on peut dire tolérer, mais c'est interdit en fait. Ici au Vietnam, je vois des gens taper des cris, ça peut partir dans tous les sens. Je sais pas où est la limite en fait. Et puis mon père, c'était quelqu'un qui avait vécu la guerre, je pense qu'il a dû voir des choses vraiment difficiles, et ça donnait quelqu'un qui était vraiment gentil. J'ai vu quelqu'un vraiment gentil qui a toujours aidé les gens. Et en même temps, quelqu'un qui avait une colère, je sais pas, qui s'exprimait, ou que parfois je faisais pas mes devoirs, il pouvait être violent et tout. Et puis ça a commencé à changer parce qu'on était en France, et puis il y a eu une autre éducation, une autre manière de penser. Et puis j'ai une maîtresse d'école qui m'a aidé, et qui a aidé mon père aussi sur ça, qui a dit on ne peut pas taper les enfants comme ça. Et puis j'ai vu mon père changer. Alors mon père m'a appris que je pouvais, même s'il y avait des émotions très fortes qui peuvent te dominer, tu peux les surmonter en fait. C'était quelqu'un qui était très violent, qui avait beaucoup de colère en lui, et je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie changer en fait, de devenir quelqu'un de beaucoup plus positif, beaucoup plus doux, et surtout qui n'a plus battu ses enfants en fait. Mais il a fallu du temps, mais il a fait ce travail-là en fait. Et pour moi, c'était une bonne leçon. J'ai toujours dit, pour moi, ça m'a appris que la violence attire la violence, parce que du coup j'étais un enfant qui avait beaucoup de colère aussi, et que je disais il vaut mieux trouver la manière que quand tu veux combattre quelque chose, il faut mieux construire quelque chose. Par exemple, si tu veux combattre combattre la colère, il vaut mieux travailler sur quelque chose qui t'apaise en fait, et pas chercher à dire bon, je vais combattre ces violences là en fait. Et puis j'ai vu que à travers la vie de mon père, qu'il a fait un autre travail, c'est-à-dire qu'il a laissé, il savait qu'il était comme ça, mais il a tellement aidé beaucoup de monde. Je l'ai vu vraiment, c'était quelqu'un qu'on admirait beaucoup, parce qu'il aidait vraiment tout le temps la famille, il était toujours présent, il faisait énormément d'efforts, et ça l'a aidé à devenir beaucoup plus positif. J'ai appris ça de mon père en fait. Ouais. Et c'est un truc vietnamien que j'ai retrouvé là en France en fait. J'ai vu que l'après-guerre, c'est aussi violent en fait. La guerre était très violente, je pense que pour les gens c'était très difficile, mais je vois la nouvelle génération, les enfants de l'après-guerre qui n'ont pas vécu la guerre, mais qui ont quand même ce passé-là, et ça a quand même atteint en fait cette nouvelle génération-là, et qu'il faut faire quelque chose pour sortir de cet état d'esprit en fait. Ouais. Est-ce que tu peux savoir, il est mort quand tu avais quel âge? En fait, mon père est mort d'une rupture d'anévrisme. J'ai appris ça lorsque j'étais en Espagne. Et du coup, dès que mon frère m'a appelé, je me rappelle plus de l'âge que là j'avais. Et j'ai pris tout de suite l'avion, je suis rentré en France, et puis mon père n'était pas encore décédé en fait. Il était dans le coma. Et puis il pouvait plus parler, il était dans le lit, il était dans le coma en fait. Et puis à tout moment il pouvait se réveiller, mais je sais pas, au moment où est-ce que je suis rentré, il était mort cliniquement comme on dit. Il restait plus que les machines qui le faisaient respirer. Alors je voyais un corps qui respirait, mais je savais qu'il était plus là en fait. Ouais. Et je sais plus.
j'avais une vingtaine d'années. Je pense que j'avais une vingtaine d'années. Ouais, j'avais une vingtaine d'années. Et pour moi, je savais qu'il était plus là, pas dans ce monde-là, mais je sentais qu'il était toujours présent en fait. Et puis la famille était là, et puis je sais pas, j'aborde la mort plus d'une manière orientale, je pense. Et pour moi, quand quelqu'un meurt physiquement, pour moi, il continue notre vie autrement, en fait. Pour moi, l'esprit continue, en fait. Alors du coup, j'étais vraiment triste. Je sais que j'étais j'étais vraiment mal, mais j'étais encore plus mal pour ma famille, parce que je voyais beaucoup ma mère qui pleurait, je voyais les enfants, je voyais ses frères et sœurs qui étaient énormément tristes, et c'était plus ça qui me chagrinait. Et puis en fait, pour mon père, je souhaitais simplement qu'il soit meilleur, en fait qu'il ait meilleure vie, en fait, une autre meilleure vie, je sais pas autrement. Alors je sais pas comment dire, par rapport à mon père, c'est ça quoi. Ouais. Et est-ce que c'est-à-dire que tu commences à entraîner Yamakasi et au début tu as le but pour entraîner ou c'est juste pour amuser Ah non, ça dépend des gens. Je pense que quand tu fais quelque chose de vraiment risqué dans ta vie et tout, il faut te poser la question si ça vaut vraiment le coup. Quoi. Si c'est juste pour t'amuser, est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer ta vie juste pour t'amuser? Faut te poser cette question-là, quoi. Enfin, je pense pas. Et la vie vietnamienne, ta famille vit comme les Vietnamiens en France. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Ouais. Alors, je suis né en France, mes deux parents sont vietnamiens. Mon père est français-vietnamien, je suis du sang français. Mais j'ai grandi que dans la culture vietnamienne. Mon père était président d'une association, comment on dit ça, de Kalung. Ouais, Kalung. Alors je voyais tout. Alors j'étais entouré que d'artistes vietnamiens, de chanteurs, des gens qui faisaient de la guitare, de la batterie, qui faisaient de la peinture, de la sculpture, de comédiens, d'artistes. Et qui étaient vraiment, je sais pas, je pense que les Asiatiques, mais quand ils changent de pays, ils restent entre eux. Je sais pas. Il y a vraiment, c'est très fort. Il y a, je sais pas, le culte des ancêtres. J'ai toujours grandi. À la maison, on mangeait que vietnamien, sauf si c'était ma famille française qui venait, qui faisait à manger. Mais ma mère fait que des plats vietnamiens. On parle que vietnamien à la maison. Mais moi, je parlais pas beaucoup. Mais et ouais, c'était tout mon enfance et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est la culture vietnamienne en fait. Est-ce que dans les fêtes du fête ou dans les cérémonies comme ça, dans la lune, le calendrier de la lune, Calendrier lunaire, est-ce qu'elle fait les, je sais pas comment. En France, quand t'es quoi? Parce que si dans ma t'es famille, chrétien, t'as pas. Dans ma famille, on n'a pas de religion forcément. On n'est pas chrétien, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas. Chez moi, c'est ma mère. Quoi. Il a dû vraiment que je vienne au Vietnam pour je sais pas comprendre que j'ai vraiment grandi dans la culture vietnamienne. C'est-à-dire qu'on a toujours fait le culte des ancêtres, fêter le Tet, comme tout le monde, comme tous les Asiatiques. La manière de penser, la manière de vivre dans la vie en France, c'était comme une vietnamienne en France quoi. Et je trouve que dans la façon, la manière que tu entraînes, et dans la façon de ta vie, est-ce que tu penses que tu as influencé un peu la pensée bouddhiste ou quelque chose, l'esprit, par exemple, quand il faut être calme comme ça, et des fois c'est comme une pensée bouddhiste ou l'esprit de bouddhisme. Ouais, j'aime beaucoup la pensée bouddhiste. La pensée bouddhiste, hein, je parle pas de. Je parle de la manière de penser, de la sagesse bouddhiste. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait, parce que ça parle de la vie et il y a des solutions
qui te permettent d'être un homme libre en fait, à travers cette sagesse-là en fait. Depuis quand Depuis tu quand trouves ça? C'est quelque chose qui est très fort dans la culture vietnamienne, alors j'ai l'impression d'avoir grandi dedans, mais j'ai pris conscience quand j'ai vu, c'est en observant les gens en fait, c'est-à-dire que quand je suis, quand je suis devenu Yamakasi, j'ai remarqué que il y avait beaucoup comment dire ça, c'est le passé, la culture de la personne, la culture du pays, mais aussi le passé familial emprisonnait les gens en fait. Malheureusement, on regarde ce que fait notre famille, c'est soit tu veux faire la même chose ou soit tu veux faire carrément l'opposé en fait. Mais dans les deux choix, tu es influencé par ça en fait. Alors qu'il faut essayer d'aller au-delà de tout ce passé-là qui te conditionne et qui t'emprisonne en fait. Et puis dans la sagesse bouddhiste, il y a comme des méthodes, des outils qui te permettent de dépasser ces choses-là en fait. Ouais. Et ça, c'est aide beaucoup pour l'esprit. Pour l'esprit, c'est comme être calme, de regarder les choses dans la Ça vie c'est toi. plus facilement. Ouais, c'est toi, c'est à partir du moment où est-ce que tu le décides, à partir du moment où est-ce que tu veux une meilleure vie dans ta vie, une meilleure vie dans ta vie, c'est un peu chelou ça comme phrase. C'est, je sais pas, à partir du moment où est-ce que tu le décides, les choses commencent à se mettre en place en fait. Mais et quand tu veux être quelqu'un de calme, bah, t'essaies de chercher comment quoi. Ouais. Ok. Et Ouais. ça, c'est pourquoi Ouais. tu commences à manger comme un végé ou Non. pourquoi, Non, pourquoi j'ai commencé à manger décides? végétarien parce que je trouvais que dans la vie, on vit dans une époque assez violente et assez difficile où est-ce qu'on fait pas assez attention aux choses, on fait pas assez attention aux gens et on fait pas attention aussi aux animaux qu'on considère sans conscience en fait, alors qu'ils en ont une. Et je me suis dit comment je pourrais aider à ma manière en fait et à mon niveau. Et puis je dis bon, de ne pas manger de viande pour moi c'est ma contribution en fait par rapport à ça. Donc, des fois, tu peux manger. Je mange pas de viande, ça m'arrive parfois de manger du poisson mais très rarement. Mais quand j'en mange c'est plutôt comme une faiblesse en fait, comme par envie. Mais, non, mais quand je mange j'ai pas ce plaisir là en fait. Je sais pas, lorsque je mange je fais toujours un souhait, comme une prière pour l'animal que là je mange. Et puis je sais que c'est un peu comme si il me faisait don de sa vie en fait. Pour moi c'est important de respecter ça en fait. Ouais. Et tu peux harmonier avec ça, avec les plats végétariens. J'ai la chance de pouvoir manger végétarien et puis être en forme. Beaucoup de gens disent ouais quand tu manges végétarien t'es faible, t'as pas beaucoup de force, t'as pas. Peut-être que si je mangeais moins de la viande, je serais plus fort. Mais j'ai pas envie d'être plus fort. Je sais pas. Je préfère faire du bien et être moins fort que manger de la viande et puis faire du mal, je sais pas, à quelqu'un et puis moi être meilleur dans ma vie. Non. Ça m'intéresse pas ça. Ouais, c'est pas le truc. Mais si tu manges végétarien, ça suffit amplement en fait. Mais après, je sais pas, je pense qu'il faut être en accord avec ce que tu es et puis aussi suivre ton corps. Peut-être qu'il y a des corps qui doivent manger de la viande. Je dis simplement les gens qui mangent de la viande, respecter l'animal, tu vois. Après, c'est pas le problème, tu vois. C'est juste la manière comment on fait les choses. Tu vois. Ở Việt Nam. Thử á? Nói gì? Trái không? Trái. Nó đã cái gì đó. Nói đi. Mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ? Được không? 11 giờ, non, 12 giờ đến 10. Trai. Ok. Non, on va continuer un peu avec la culture orientale et qu'est-ce que les spéciaux dans la culture orientale que tu penses que sont plus intéressés qu'occidentales? Dans la culture orientale, on a beaucoup réfléchi sur l'esprit en général en fait. Alors qu'en Occident, on a plus abordé le côté matériel. Ouais.
Voilà. Et tu as entraîné Yamakasi environ 25 ans en plus, ou 25 ans. Et maintenant, tu fais les workshops du Mans à Hong Kong, comme ça. Est-ce que tu peux parler de ça par toi-même, où tu as déjà fait le workshop et pourquoi avec le nom William Ben Method? William Ben Method, ouais. Alors, quand j'ai commencé à m'entraîner, il n'y avait pas de nom à l'époque. Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas d'état d'esprit vraiment dit, et puis et pas d'éthique vraiment. Et puis quand on a commencé à créer Yamakasi, à développer Yamakasi, là on a dû mettre en place les choses en fait, la manière de penser, qu'est-ce qui était important dans la pratique, l'aspect physique, les entraînements, et puis comment aborder les obstacles en fait. Ouais. Et puis de là j'ai vu que j'avais ma propre manière de penser et que très tôt j'avais vu déjà qu'il manquait quelque chose dans ces pratiques-là en général, que j'avais vu dans ce qu'on appelle l'art du déplacement, le parcours, le freerunning. Pour moi il y avait un manque en fait. Et puis en tant que personne, en tant que Yamakasi, puis aussi en tant que personne, la chose que j'ai voulu montrer qui était importante en fait aux gens, c'était la dédicace en fait. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, en fait c'est pour que tu sois mieux en fait en général. En fait tu fais toutes les choses pour que tu aies une meilleure qualité de vie. Et en fait on ne comprend pas que tous les obstacles que tu rencontres dans ta vie et toutes les choses négatives, c'est par rapport à ta manière de penser, et puis surtout quand tu fais des choses trop de manière égoïste. Il ne faut pas confondre travailler sur soi et puis quelqu'un qui est égoïste. Hein. C'est vraiment deux choses différentes. Mais j'ai vu que la manière de penser égoïste, c'est ce qui crée tous les obstacles en fait. Et qu'il fallait changer ça. Et dans ces pratiques-là qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de technique en fait pour trouver une solution par rapport à ça. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué qu'il fallait faire une pratique pour toi. C'était important parce qu'il faut travailler sur soi avant. Et aussi en faisant de la dédicace, c'est-à-dire que tu fais un mouvement en plus pour ta famille, pour tes amis, pour les gens que tu aimes bien ou pour les gens que tu n'aimes pas. Ça développait ta compassion et ton altruisme en fait. Et puis ça te permettait d'aborder tes problèmes, mais en pensant aussi aux problèmes des autres. Ça relativisait tes problèmes, mais aussi tu étais capable de prendre les problèmes des autres et puis aussi les tiens en fait en charge en fait. Ça te donnait une plus grande force et ça libérait beaucoup de choses, parce que tu te rends compte que l'ami ennemi c'est quasiment la même chose en fait. Ça dépend des moments en fait. Alors ça aidait beaucoup dans la vie, sa manière là de penser en fait. Et c'est pour ça que j'ai développé ma pratique, parce que je trouve qu'aujourd'hui dans ces pratiques-là, on aborde beaucoup le physique, beaucoup les sauts, beaucoup les grands sauts, beaucoup la performance, mais pas assez d'importance à l'état d'esprit et puis aussi ce côté altruiste en fait. Je ne dis pas qu'il faut penser qu'aux autres en fait, il faut penser à soi. C'est vraiment important de travailler sur soi constamment. Mais c'est important aussi d'avoir cette pensée-là aux autres, parce qu'il y a toi et puis tu vis dans un monde où est-ce qu'il y a 7 milliards de personnes aussi, quoi. Ça s'appelle? Et au départ, j'avais appelé ma pratique la danse de l'air. Avec le temps, j'ai fait une pratique qui s'appelait Naga. Et ensuite, il y a eu Waisul, l'esprit sauvage. Et puis quand j'ai commencé à faire mes workshops sur Hong Kong, avec une coach qui s'appelle Carole, qui m'a énormément aidé en tant qu'athlète, en tant que performeur, puisque c'est une super coach en fait. Et puis quand j'ai voulu donner mon premier workshop qui s'appelait Waisul, elle dit non, je vais l'appeler William Ben Method, parce qu'en fait c'est ta méthode. Et c'est comme ça que j'ai créé William Ben Method, parce que c'est elle qui l'a décidé comme ça. C'est-à-dire que ta méthode, elle a développé au basique en fait, de Yamakasi? Dans la méthode, l'état d'esprit Yamakasi, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que vraiment, mes grands frères, ils m'ont appris ils m'ont appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux. Et cet esprit fort, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans la vie, en fait. Et ensuite, dans ma méthode, c'est un peu comme une méthode sans méthode, en fait. C'est-à-dire que
toutes les choses qui pourraient t'aider, je les prends en fait. C'est-à-dire que je ne me restreins pas dans un système ou dans une manière de penser. C'est-à-dire que tu t'adaptes et puis dans la vie tu changes, tu évolues et puis ta manière de faire les choses vont aussi changer. Alors au début j'utilisais les pratiques yamakasi de base, ensuite j'ai appris la capoeira et que là je continue toujours à en faire, ça fait maintenant ça va faire 15 ans. J'ai appris les arts martiaux, surtout un art martial Anja qui est le Kalari Payat. J'ai appris la danse et là je continue toujours parce que je suis toujours un débutant. J'ai un problème de danse. Et puis maintenant c'est l'escalade. C'est l'escalade qui me passionne. Mais chaque pratique là, je fais pas plusieurs choses en fait. C'est vraiment la capoeira, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, je continue à en faire parce que c'est une pratique qui. Je pense que toute ma vie ça va rester la capoeira. C'est une pratique qui est très riche. Le Kalari Payat c'est pareil. L'escalade, je viens de commencer mais je sais que c'est quelque chose qui va me prendre des années avant de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour moi en fait. Tout comprendre je pourrais pas. Je suis pas beaucoup trop large. Et puis la danse, c'est pour moi je vois la vie comme une danse. Alors je sais aussi que ça va rester toute ma vie. Ouais. Donc tu penses que si tu as des basiques de mouvement, les mouvements fondamentaux, les mouvements fondamentaux, comme ça tu peux entraîner en plus dans les différentes disciplines comme la danse, escalade ou hip-hop. Il y a un lien dans toutes ces pratiques-là. C'est ce que je me suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai développé ma méthode en fait. Mais ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Il y a des gens qui veulent être des performeurs, du coup il faut s'entraîner énormément et ça demande beaucoup d'entraînement physique, mental et beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes de travail. Donc t'en as d'autres qui veulent être artistes, c'est beaucoup sur le jeu émotionnel et puis sur la finesse des choses. Après tu en as qui abordent simplement comme pratique pour être bien dans la vie, un peu comme du fitness. Du coup ça dépend de ce que tu veux, mais il y a un lien dans tout ça qu'il faut comprendre. Donc il y a 2 semaines, tu as fait un workshop pour les danseurs. Oui. Et pourquoi tu penses que tu veux concentrer aux danseurs pour le workshop la dernière fois? Il y a 2 semaines, j'ai fait un workshop pour les danseurs parce que j'ai une affinité avec les danseurs. C'est quelque chose que... C'est déjà quelque chose que j'aime beaucoup, la danse en fait. Et dans la vie, c'est comme je disais, je vois la vie comme une danse en fait. C'est-à-dire que toutes les choses se font au hasard, mais il y a une harmonie dans tout ça. C'est drôle quand même. C'est-à-dire que si ça partait vraiment dans tous les sens, ça serait le chaos. Mais on est toujours là aujourd'hui. C'est un peu comme une danse, comme une chorégraphie, comme une improvisation. Mais dans la danse, tu peux pas improviser tout et puis n'importe comment. Il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une gestuelle, il faut qu'il y ait une beauté en fait dans ce mouvement-là. Même si c'est improvisé en fait. Et je trouve que la vie, c'est la même chose en fait. Il faut toujours viser la beauté des choses en fait. Et pour moi, c'est l'excellence à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux prendre 2 personnes qui font la même chose, mais quand tu regardes, tu dis tiens, il y a un truc qui change, je sais quoi. C'est juste dans sa manière de faire les choses. Mais pourtant, les 2 demandent le même effort. Alors, c'est soit tu veux faire les choses crades, soit tu veux faire les choses belles. Pour le même effort, autant faire les choses belles en fait. Et c'est ce que je retrouve dans la danse en fait. Est-ce que tu peux parler comme la dernière fois? Tu as parlé avec moi que tout le monde, quand écoute la musique, va bouger. Ouais, la musique, c'est drôle. C'est en fait, comme quand je grimpe sur un pont et que je me retrouve en haut d'un pont, j'entends pas beaucoup les bruits. C'est très silencieux parce que comme tu es en hauteur, il y a moins de choses qui viennent à toi. Mais il y a toujours dans ce silence-là un son en fait, qui est là. C'est comme si il y avait un son qui était là en permanence en chacun en fait. Et pour moi de ce son-là, c'est marrant. Quand tu mets une musique, ça te fait vibrer, c'est comme si que ça te rappelait ce son-là que tu as en toi en permanence. Mais simplement là tu l'entends beaucoup mieux en fait. Ça te fait vibrer. Je pense qu'on a besoin de vibrer. Dạ. Et maintenant, le yamakasi en France, il est comment à ce moment-là aujourd'hui? En France, aujourd'hui, la pratique yamakasi, on la connaît pas beaucoup en fait. On connaît beaucoup plus le parcours et le freerunning.
mais la pratique Yamakasi, l'art du déplacement, mais moi je dis Yamakasi, c'est présent. Il y a plusieurs académies qu'on appelle ADD Academy qui sont là, qui sont dirigées par mon grand frère et puis soutenues par 3 Yamakasi dont moi aussi. Et il y a une nouvelle génération pour moi qui est épatante en fait. Pour moi c'est des gens qu'on ne voit pas trop, mais quand je les vois ils sont épatants en fait. J'adore leur manière de penser, leur recherche et puis comment ils essayent dans leur vie de tous les jours en fait de se réaliser. Et puis je vois des gens mais vraiment généreux en fait aussi. Ouais. Je dis pas qu'ils sont tous généreux, parfois c'est le bordel aussi, hein. Mais il y a toujours cette envie de vouloir bien faire les choses en fait. Ok, de ça, ensuite, c'est dire que de Yamakasi, parcours et free running. Tu as déjà dit, maintenant, tout le monde n'entraîne pas trop. Yamakasi, il connaît que parcours et Yamakasi. Ouais. Ah, et free running. Est-ce que tu peux parler très très court de ça, pas encore fini. Et on ne dit pas c'est quoi la différence ou comme ça, mais tu peux parler de l'esprit et ensuite, si comme la dernière fois, tu as dit, si tu es vieux, parce que ça, c'est les sauts dangereux, des fois. Donc, quand tu es vieux? Non, c'est-à-dire que tu n'as plus de capable ou tu es plus faible. Ouais. Est-ce que tu peux continuer à entraîner Yamakasi ou pas? Ouais. Et comment? Et voilà, et tu peux distinguer un peu que Yamakasi, c'est comme un acte du déplacement, c'est-à-dire que dans les différents endroits comme ça, et parcours et running comme ça, c'est comme une performance, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est juste les phrases. C'est différent, il y a toutes ces pratiques-là, Yamakasi, parcours, free running, pour moi ce sont des choses qui sont vraiment beaux en fait. Ces 3 pratiques-là aident énormément les gens et puis c'est quelque chose qui... Tout le travail qu'il faut en fait pour être que tu sois un Yamakasi ou un traceur ou que tu sois un freerunner, ça demande énormément de travail en fait. Quand là je vois la nouvelle génération, tout ce qu'ils font, mais on se rend pas compte en fait de leur entraînement qu'ils ont derrière en fait. Même si parfois c'est normal, comme là maintenant il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de catastrophes en fait. Mais quand tu regardes beaucoup mieux, tu vois des gens qui sont passionnés et qui ont envie de dire des choses en fait. Ouais, vraiment. Et moi je pense que sur ça, on se rejoint tous en fait. Il y a vraiment une quête comme... Moi quand je suis pas en quête de liberté sans prendre de liberté, mais quand je vois toute cette nouvelle génération, je trouve que là on se retrouve sur ça en fait. De cette envie de dépasser nos conditions en fait. Et après dans ma recherche et puis ce que là je veux pas travailler, c'est plutôt une recherche de vérité, une quête de vérité en fait. Comprendre le sens de la vie, puis qu'est-ce que c'est la vie en fait, qui je suis en fait. Et c'est sur ça qu'en fait j'ai développé toute ma méthode et c'est sur ça qu'en fait je vais. Et ensuite je travaille beaucoup avec les artistes et beaucoup avec les performeurs parce que j'ai les outils pour, parce que je suis aussi un performeur, puis je suis aussi un artiste, je suis un homme aussi tous les jours. Et je sais comment faire pour être plus fort, pour avoir une meilleure détente, sauter plus haut, sauter plus loin, comment exprimer ses émotions en tant qu'artiste, et puis comment travailler sur le corps en fait. Mais quand tu es en quête de vérité, c'est un travail personnel et puis c'est quelque chose que tu fais pour toi et que ensuite tu pourras donner aux autres. Mais c'est une longue recherche en fait. Ouais, c'est autre chose encore. Et est-ce que tu penses que dans Yamakasi ou avec ton méthode, pour moi c'est comme un peu influencé de yoga aussi, dans ton corps, dans ton esprit, et tu trouves que ça il a esprit dedans en plus que l'histoire Yamakasi, en travers de parcours ou free running. L'histoire Yamakasi, c'est beaucoup de gens me demandent la différence entre parcours et Yamakasi. L'histoire de Yamakasi est différente de l'histoire du parcours dans l'origine déjà. Et il faut juste se dire que quand le parcours est né, il y a eu au même moment une pratique qui s'appelle l'art du déplacement Yamakasi.
qui est né, mais d'une autre origine. Pourtant, on se rejoindra en fait, au bout du compte. Mais on peut voir des points communs avec plein de pratiques. Je sais pas, avec les arts martiaux, le kung-fu, la pensée Shaolin, avec le yoga, sur je sais pas, l'état d'esprit, avec la danse, avec le hip-hop. Parce que Yamakasi, c'est un truc qui est universel. On parle de la vie de tous les jours en fait. On parle de la vie en général. En fait. C'est normal qu'en fait on peut voir des points communs dans toutes ces choses-là. Voilà, et pour parler de... C'est quand tu n'as plus le capable de faire... Ah, plus capable Ou plus faible, c'est pas plus de plus capable. C'est quoi, au jour d'aujourd'hui, je peux toujours bouger et tout, mais c'est vrai que c'est... je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, je sais pas, de sauter et tout. Mais bouger, je sais que ça sera un truc qui sera toujours présent en fait, parce que je pense que c'est important de bouger dans la vie en fait. Et après tout ce qui est performance et tout, je pense qu'il y a un temps pour tout. Tu peux pas rester tout le temps dans la performance, dans cette recherche-là de performance. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Cette quête-là de toujours vouloir aller plus loin physiquement, toujours plus haut physiquement. Je pense qu'il y a un temps où tu peux te mettre à fond dans ça, et il y a une autre tranche d'âge où est-ce que tu dois peaufiner autre chose en fait. Ok, toi tu es un entraîneur et tu fais le workshop du Mans. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de revenir au Vietnam pour développer ton carrière au cinéma? Et c'est pas le Vietnam avant de tout, ton méthode comme ça. Le Vietnam avant tout, c'est pour moi c'est mon pays d'origine. La première fois que je suis revenu au Vietnam, c'était en 2005. Je suis revenu avec ma mère et j'avais envie de rencontrer la famille de ma mère, parce que en France, je connais tout le côté de mon père, français et vietnamienne, toute ma famille du côté de mon père, mais je connaissais personne du côté de ma mère. Ouais. Et personne de ma famille avait rencontré une personne du côté de ma mère, ses frères et sœurs, sa maman. Et j'avais envie en fait, de les rencontrer pour savoir d'où venait ma mère en fait. Et puis connaître mieux sa vie, parce que c'est grâce à elle, beaucoup grâce à elle, grâce à son influence, que je suis devenu Yamakasi, que je suis devenu l'homme que je suis. C'est grâce à la culture vietnamienne, à travers elle en fait. Alors je pense en 2005, je suis revenu pour la première fois au Vietnam. Pour moi c'était comme des moments magiques tous les jours en fait. Je comprenais beaucoup de choses que je ne comprenais pas en France, parce qu'en France on a une manière de penser et ma famille en avait une autre. Alors je me disais, soit on est en décalage, soit je comprends rien en fait. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la culture vietnamienne que je vivais en France. Et ça m'a remis bien sur beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de gens qui sont déracinés vivent ça en fait. Et quand j'ai vu des gens du côté de ma mère, c'était en même temps pour moi pour dire merci, je sais pas quoi. Ma mère, j'ai toujours vu grandir toute seule, et puis même quand elle était avec sa famille, c'est beaucoup de gens, les Asiatiques, je pense que j'ai souvent entendu ça, et puis c'est ce que fait ma mère. C'est des gens qui travaillent beaucoup à l'étranger. Ma mère, c'est une Vietnamienne qui vit en France, mais tout l'argent qu'elle gagne, et puis le peu qui lui reste, elle le donne à sa famille en fait. Mais sa famille ne sait pas forcément qu'en France, ma mère galère énormément en fait. Déjà pour aider ses propres enfants, et aussi pour elle en fait. Tu dis à quel moment elle se fait plaisir en fait. Elle pense d'abord à sa famille tout le temps, et c'est un truc qui est très vietnamien. Et j'ai grandi dans ça, et c'est pour ça que je disais aux gens, c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi. Et parfois je disais à ma mère, mais et toi alors, t'es où dans ça en fait? Et quand j'ai rencontré sa famille, j'ai pu comprendre beaucoup de choses de ma maman, de ma culture, d'où est-ce que je venais. Ça m'a fait du bien. J'étais vraiment heureux de rencontrer pour la première fois mes cousins, de voir leur tête et de voir comment ils ressemblaient à mes frères, mes sœurs. Et c'était drôle de voir les points communs sur ça, alors que j'avais jamais vu. Et j'ai pu voir la maman de ma maman quoi. Alors là j'étais trop heureux quoi. C'est comme reconnecter avec quelque chose que toi tu es en fait, au fond de toi, que tu connais pas trop, et qu'en le voyant, voilà quoi. Ouais. Et puis
pourquoi je suis revenu 10 ans après, c'est parce que à travers tout ce que je fais, même si j'ai fait des films qui ont eu, quand le film Yamakasi a eu un très grand succès, il est sorti dans 27 pays dans le monde, mais quand le film Yamakasi, c'est le premier film qui parle du parcours, qui parle du freerunning, l'art du déplacement, et on a eu la chance que ça marche dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays, dans plus de 24 ou 27 pays. J'ai eu la chance d'aller au Japon, il est sorti en Corée, Thaïlande, en Chine, Hong Kong, États-Unis, Espagne, Allemagne, Italie. Et en fait, j'étais heureux, mais il me manquait quelque chose en fait. Je comprenais pas. Je faisais beaucoup de choses, je faisais beaucoup de workshops. J'ai fait un film avec Mr Bean. J'ai eu la chance de voyager en Inde, au Tibet. Je sais pas, même si j'étais heureux, il me manquait toujours quelque chose en fait. Et en fait, je me suis rendu compte il me manquait de faire quelque chose au Vietnam, d'être ici en fait. Ouais. Je me suis dit, tout ce que je suis quasiment en tant que Yamakasi, c'est grâce à la culture vietnamienne. Et je lui dis, je parle même pas vietnamien. Je lui dis, j'ai envie de rentrer au Vietnam et parler ma langue, pouvoir parler avec ma mère, reconnecter avec ça. Et puis j'espère un jour pouvoir faire quelque chose ici en fait. Et pourquoi c'est au cinéma? C'est pas pour J'ai choisi développer le cinéma, ton sport ou, Mon sport, je le pratique tous les jours parce que je m'entraîne toujours et je rencontre du monde. Lorsque je vais dans les salles, je rencontre d'autres pratiquants et c'est comme ça que j'échange avec eux. Et j'ai choisi le cinéma parce qu'à travers le cinéma, je peux toucher énormément des gens d'un seul coup. En fait. Et j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup ce support artistique en fait. J'adore le cinéma, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me parle en fait. C'est comme la danse ça me fait vibrer, le cinéma ça me fait vibrer en fait. Je trouve qu'à travers le cinéma, à travers l'image, on peut partager énormément de choses. On peut faire voyager les gens, on peut rendre heureux les gens, on peut les faire rire, on peut leur donner des réponses à travers ça. Et moi c'est plutôt dans cette direction-là que là je veux aller. J'aimerais faire des films de divertissement, des films d'action et j'aimerais bien aussi faire des films où est-ce que je pourrais apporter des choses nouvelles ou sont des choses du passé qui aident les gens en fait. Ouais. qui sont liés avec la culture vietnamienne, c'est ça? Relié avec la culture vietnamienne parce que de toute façon je suis vietnamien et puis il y aura aussi la culture française parce que je suis aussi français mais je suis pas je sais pas, c'est peut-être dans ma personnalité parce que j'ai même ça en tant que dans ma pratique Yamakasi, je m'emprisonne jamais dans une seule pratique. Yamakasi pour moi c'est important mais je sais qu'il y a aussi d'autres pratiques qui sont là et qui sont autant valables en fait. Et pour moi je suis vietnamien mais la culture indienne, japonaise, française, allemande, italienne, elle est autant valable en fait. Alors j'ai pas cette j'aime pas trop ça, ce truc connotation d'origine, simplement origine. Je préfère parler d'origine humaine en fait, tout le temps. Ok. Et tu as dit que tu aimes bien les images. Ouais. Donc, est-ce que tu as un autre comment dire, divertissement? Comme tu peux parler un peu. Ouais, la photographie. Oui. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a à l'image et puis ça peut passer à travers les spectacles, à travers la danse, à travers l'expression artistique et aussi j'adore la photographie, j'adore prendre des photos. Avec une photo tu peux dire tellement de choses en fait et puis tu peux laisser parler les gens. Ouais. Et maintenant on va parler un peu de ta vie au Vietnam. Tu peux dire c'est facile ou c'est difficile ou c'est quoi marrant de ta vie ici pour adapter, pour vivre au Vietnam dans 6 mois jusqu'à maintenant? Oui. Alors, la vie au Vietnam, c'est parfois facile, parfois difficile. Le côté facile, c'est j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une culture vietnamienne, alors
de comprendre certaines choses. Et puis il y a des choses que je ne comprends pas parce que j'ai aussi une culture française, occidentale. Et parfois c'est dur quand tu ne comprends pas les gens forcément dans leur manière de penser tous les jours. Il y a aussi la langue, où est-ce que je parle un vietnamien que personne ne comprend. Alors c'est drôle. Par exemple? Mais, je sais pas si Mo Xoài ou Sao Bồ Lăng, không biết nói sao. Sao Bồ Lăng, des trong nhà hàng, des ăn, je sais pas, des chợ. Il y a, même dans le travail en fait, je parle avec les gens et puis j'essaie de parler et parfois on comprend pas. J'essaie tous les jours, je sais pas, de travailler ça et puis je suis tellement, je sais pas, moi je suis comme artiste, j'exprime plus par le corps que par la parole en fait. Du coup j'ai plus de difficultés peut-être pour apprendre une langue, je sais pas. Et les marranges, choses ici comme circulation ici, ou c'est le bordel. les gens. Pour moi c'est le bordel ici, mais C'est bordel? bordel, la circulation ici, lorsque je fais ça, c'est le bordel, mais il y a, comme je disais, il y a comme dans ce bordel là une harmonie qui fait que ça se passe bien. Mais la circulation, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Mais c'est le bordel que en fait j'aime bien aussi, parce que je suis aussi comme ça en fait. Je me suis rendu compte que en France, tout le monde disait ouais mais William tu conduis mal, mais en fait je conduis comme un Vietnamien, où est-ce que on s'adapte aux événements des choses en fait. Ça fait que je pense que les routes se sont fait très vite ici et qu'on a dû improviser très vite et les gens se démerdent très bien en fait. Il y a un code de la route mais qu'on ne suit pas forcément. Et comme je dis, ça va vraiment dans tous les sens, mais il n'y a pas autant d'accidents que ça. En France, on a un code de la route, on doit aller tout droit comme ça, d'autres comme ça. Il y a autant d'accidents. Et le truc que je trouve drôle ici, c'est je prends mobilette, le truc que j'adore voir, et en même temps je trouve dangereux, mais en même temps ça me touche à chaque fois parce que mon enfance c'était comme ça, c'est de voir les enfants avec les parents en mobilette, comme ça la serrer contre leur mère ou sinon contre leur père. Parce que c'est l'image que j'ai avec ma mère en fait. En France, quand on prenait la route en voiture, je passais toujours entre les jambes de ma mère, en fait, devant la voiture. Et puis ça je comprenais pas parce que personne en France ne fait ça en fait. Et j'ai grandi comme ça. En fait. J'ai passé tout mon enfance, je me rappelle, avec ma mère comme ça, dans les bras. Et puis dès qu'on prend la voiture, soit là, et puis toujours avec elle comme ça. Quoi. Et quand je suis venu ici au Vietnam, je dis je comprends. Ici on prend mobilette, l'enfant il est là, assis sur sa chaise et puis on part. Et je sais pas, pour moi cette image là de, comme je disais, c'est bon, ils sont dans un cas où est-ce qu'ils n'ont pas le choix, où est-ce que leur seul moyen de transport c'est la moto. Il n'y a pas forcément la norme de sécurité qu'il faut, mais en même temps il y a cette confiance en la vie que j'adore en fait. C'est cette force d'esprit que j'appelle Yamakasi. Pour moi il y a les Vietnamiens, peut-être qu'ils ne sautent pas comme moi je fais, ils ne sautent pas des immeubles, mais c'est des Yamakasi pour moi quoi. Tous les jours je le vois quoi. Quand je vois je sais pas, une vieille dame, un vieux monsieur avec leur vélo comme ça en train de pédaler, des trucs hyper lourds, et tu veux l'aider, non t'inquiète pas, c'est mon travail, je le fais, je sais ce que je fais. Je vois les gens travailler du matin jusqu'à la nuit, tu dois dormir sur leur chaise et puis dès le matin se réveiller avec le sourire. Ça c'est Yamakasi pour moi. Pour moi c'est des Yamakasi de la vie de tous les jours. C'est eux qui m'apprennent quelque chose en fait. Les Vietnamiens, tous les jours j'apprends quelque chose ici. Ouais. Et je sais que tu aimes bien courir aussi. Ouais. Des fois tu cours de ta maison jusqu'à l'escalade, depuis l'aéroport jusqu'à D2. C'est très très lent, hein. Mais tu sais, avec la circulation et la rue au Vietnam, c'est pas facile pour courir. C'est le bordel. Oui, donc qu'est-ce que tu penses quand tu cours comme ça dans la rue? Je me mets en mode vietnamien quand je fais ça. Je fais comme les Vietnamiens, c'est tu sais où tu vas, tu regardes, tu observes bien comment se passent les choses et tu t'adaptes en fait. Ouais. Je fais la même chose. Ok, la dernière question, c'est est-ce que tu peux raconter un peu les époques plus importantes pour toi depuis 9 ans jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, par exemple, 9 ans, je commence à Yamakasi, à 14 ou 16 ans, tu commences avec le Notre-Dame de Paris, la cycle comme ça, ou avec le film Johnny English. Voilà.
Tu peux montrer les... Ouais, il y a des moments très importants dans ma vie. À 9 ans, pour moi, ça a été une époque importante parce que j'ai fait mon premier saut que je dis, premier saut Yamakasi, où est-ce que j'ai eu comme prise de conscience personnelle en fait. J'ai vu qu'à travers le saut, on pouvait dépasser nos peurs en fait. Ouais. Et puis à partir de là, j'ai eu la chance d'observer mes grands frères Yamakasi qui s'entraînaient, mais comme j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, il n'y a pas 10 ans de différence entre le plus ancien et puis moi qui est le plus jeune du groupe. Et j'ai passé beaucoup de moments seul en fait sur ça. Et à partir de ce saut-là, j'ai abordé la vie autrement, vraiment autrement. C'est-à-dire que je me suis mis dans une autre manière de penser, mais qui était beaucoup reliée à ma relation que j'avais avec ma famille, avec la vie de tous les jours, et pas simplement le saut en fait. Je sais que, comme je disais, ma mère, je la voyais commencer le travail à 7h du matin, et puis elle finissait très tard dans la nuit. Elle était couturière en fait, ma mère. Et elle travaillait à la maison. Alors j'entendais la machine de couture dès mon réveil, et quand j'allais dormir, je l'entendais encore en fait coudre en fait toute la journée comme ça. Et ensuite il y a eu un autre moment important, c'est quand on a créé le groupe Yamakasi. J'avais 14 ans et là j'ai arrêté l'école. Là c'était un moment important parce que j'ai dû faire un choix en fait dans ma vie, mais c'était un choix pour moi qui était clair en fait. C'est-à-dire que depuis l'âge de mes 9 ans, je me suis toujours entraîné, et puis je savais que c'était important en fait pour moi de faire ce travail-là. Et pour moi c'était comme une école de la vie. J'apprenais des choses que personne ne m'apprenait en fait. À travers mon entraînement, que lorsque j'allais dans les bois tout seul et tout, j'avais mes leçons de vie en fait. Et puis quand j'écoutais mes frères, lorsque je voyais mes amis s'entraîner, quand je les observais, j'apprenais des choses qu'à l'école j'apprenais pas en fait. Alors à 14 ans, quand ils ont dit ouais bon, on va créer un groupe qui va s'appeler Yamakasi, l'art du déplacement, ils m'ont demandé ouais William, tu veux faire partie du groupe et tout, on pense que tu es quelqu'un important dans ça et tout. J'ai fait ouais, j'ai pas hésité en fait. Mais en même temps c'était un choix, je savais qu'il allait avoir beaucoup de conséquences parce que à 14 ans en France, tu ne peux pas arrêter l'école. Je savais que ma mère allait s'inquiéter, mon père aussi, beaucoup de gens dans ma famille en fait, parce que en fait à cette époque-là, on ne savait pas où est-ce que ça menait en fait tout ça. On pouvait pas gagner sa vie juste en sautant comme ça quoi. Les gens disent ouais mais tu vas faire quoi de ta vie en fait. Mais moi c'était pas une question d'argent en fait, c'était une question de sens de vie en fait. C'était une quête en fait. Ouais. Et ensuite il y a eu un autre moment important, c'est à 16 ans, j'ai participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et de mes 16 ans à mes 18 ans, j'ai vécu la vie d'artiste sur scène en fait, où est-ce que tous les soirs, j'ai joué devant 4000 personnes au Palais des Congrès. Et là, c'était mon école artistique en fait. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les danseurs professionnels, danseurs classiques, danseurs contemporains, jazz. Et j'ai beaucoup accroché en fait, dans leur manière d'être, dans leur manière de travailler. Il y avait une beauté dans ça que j'admirais beaucoup en fait. Ouais. Ça c'était un moment très important. Et ensuite, à 18 ans, j'ai fait le premier film Yamakasi. Et là c'était un gros bond en fait. Parce que grâce au cinéma, justement, beaucoup de gens ont pu connaître la pratique Yamakasi par Proof et Winning. Et puis le film a eu un très grand succès. C'est le premier film qui parle de ces pratiques-là et qui est sorti dans beaucoup de pays. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai dû... Il y a aussi... je suis quelqu'un de libre, mais maintenant, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi en fait. Ce que je fais a aussi des conséquences. Et puis pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites parce que j'étais un Yamakasi et qu'en fait, je ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que j'aurais pu gagner beaucoup d'argent à travers des marques qui n'étaient pas forcément à l'image Yamakasi, mais que des jeunes de la nouvelle génération défendent maintenant aujourd'hui, mais qu'à l'époque, je disais non parce que je ne voulais pas m'associer à ça. Et c'était des choix qui étaient importants parce que j'ai eu des moments dans ma vie où est-ce que j'avais plus d'argent, où est-ce que j'avais plus rien. Et on me demandait ouais, t'es prêt à sauter pour cigarette, t'es prêt à sauter pour l'alcool, ouais, on te propose 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et puis je disais non. Et puis mes amis me regardaient, ils me disaient ouais, mais William, t'as pas d'argent.
J'ai dit ouais mais en tant que Yamakasi, je ne peux pas faire ça. Si c'était moi en tant qu'humain tous les jours et tout, j'ai dit bon c'est pas grave, je fais, je gagne mon argent, puis après je vais faire autre chose pour compenser ça, pour aider à ma manière en fait. Avec cet argent-là, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais à cette époque-là, on a fait, je sais que beaucoup de gens dans le groupe, on a fait des choix où est-ce on aurait pu vendre le nom Yamakasi comme une marque en fait. On aurait pu être millionnaire vraiment. On nous a proposé énormément d'argent pour qu'on soit millionnaire et puis on a refusé. Et pour moi c'était une très belle leçon de vie en fait. Lorsque je regardais mes grands frères, je disais ouais il y a aussi cet engagement-là en fait de vie quoi. Qui était, il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que l'argent forcément en fait. Et après c'est pas une question morale et tout, mais c'était de qualité humaine en fait. Après aujourd'hui maintenant je fais des choses artistiques qui n'ont rien à voir avec Yamakasi parce que je suis sorti de là, parce que j'ai passé mes épreuves. Je sais que même si je fais cinéma, je deviens une star, je peux gagner énormément d'argent. Maintenant je fais des pubs qu'en tant que Yamakasi je ne faisais pas, mais en moi ça ne change rien en fait. Je reste Yamakasi en fait. Ouais. Et une autre étape importante que j'ai eue, c'est plus dans mes relations avec la famille, avec les amis qui m'ont apporté énormément des choses, mais ça c'est un truc de tous les jours, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui quoi. Ma famille et puis amis, quand je suis avec eux, ils m'apprennent tellement. Comme quand j'ai rencontré mon oncle en fait. C'est-à-dire que je vois pas beaucoup les gens de ma famille, j'y pense tous les jours, les gens de ma famille. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je fais mon travail personnel, je me retrouve souvent tout seul, mais j'ai toujours une pensée pour la famille en fait. Je sais que moi, en devenant meilleur, en devenant une meilleure personne, j'aide aussi ma famille en fait. Il y a un lien comme ça en fait. Et puis quand j'ai revu mon oncle par exemple, il y a des choses que je sais, mais quand tu le vois devant toi, ça te fait des rappels. Je dis ah oui, je sais pourquoi j'aime autant ma famille. Quand je vois dans sa simplicité qu'il est, mon oncle comment il était, ou sa gentillesse, toujours soin de l'autre, j'ai fait ah ok, je comprends d'où vient mon côté altruiste en fait, de ma famille en fait, ouais, de ma mère comme je disais, mais je sais pas, de mes tantes, de ma famille belle comme je disais, c'est eux qui m'ont montré ça en fait. Ouais. Et puis il y a jusqu'à maintenant. Après comme je disais, c'est plus des rencontres. Les femmes en général ont une place très importante. Je sais pas, dans ma vie, j'ai eu ma mère bien sûr, et puis les rencontres de la vie, et je trouvais que, je sais pas, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, mais je trouvais que la femme était beaucoup délaissée dans ce que j'ai vu, alors que pour moi c'est les plus belles choses qu'en fait j'ai vues, qu'on m'a montré, les plus grandes forces en fait de vie, c'était souvent les femmes en fait. Et je trouve qu'on néglige ces parties-là en fait. Je trouve que la force féminine avec la force masculine, ça serait bien que ça s'équilibre maintenant aujourd'hui. Et que la femme, quand je vois la femme vietnamienne, quand je suis revenu ici, pour moi c'est un très grand impact en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de cette force féminine-là en fait, de cette douceur, de cette compréhension-là, de je sais pas, l'amour que la femme a en elle qui est très développé, de cette sagesse-là, comment la femme aborde la vie en fait. Et pas simplement l'homme qu'on veut autoritaire ou sinon fort et de prendre les choses en main, qui est bonne aussi, mais il manque un équilibre avec cette force douceur en fait. Ouais. Et le pilote avec le film Hollywood. Les films Hollywood, non, c'est pour moi. Non, c'est peut-être que c'est développé comment. Oui, j'ai un moment. Pour moi, c'était important. Le film que j'ai fait avec Rowan Atkinson, Mr Bean, c'était quand j'étais à Hong Kong. Et c'était une période importante parce que j'ai fait le choix de je sais pas, quitter la France pour vivre en Asie. J'ai eu des très grandes difficultés parce que je parlais pas chinois, je parlais pas encore anglais à cette époque-là. Et quand j'ai fait le film avec Rowan Atkinson, Mr Bean, c'était un moment important parce que j'ai pu découvrir une autre manière de travailler dans le cinéma en fait. Et c'était la méthode anglaise et que j'ai adoré en fait. Ouais, anglaise, américaine. Et puis voir je sais pas, Mr Bean travailler, et puis toute l'équipe réalisateur et tout le staff caméraman et tout, mais avec la méthode anglaise et tout, j'étais admiratif quoi. Parce que je connais la méthode française ou orientale et tout, mais cette méthode là, ça m'a apporté une autre vision en fait.
Et tu as rencontré ton oncle au Vietnam. Il s'est marié avec une femme, tata. Et voilà, tu peux parler un peu de ça. Et après le mariage, qu'est-ce que tu penses traditionnel vietnamien, les femmes, et comme ça, est-ce que tu vois qu'est-ce que tu Là, penses c'était la première fois que j'allais à un mariage vietnamien, typiquement vietnamien. Mariage vietnamien, j'ai déjà vécu en France, parce que ma famille est vietnamienne, et puis on se marie de la tradition française et puis aussi vietnamienne. Mais là, c'est la première fois que je suis au Vietnam et que je vais à un mariage vietnamien. Mais j'ai rien vu parce que je suis arrivé en retard. J'ai arrivé trop tard. Je suis arrivé à la fin, alors je ne sais toujours pas. Je suis arrivé trop tard. Et je peux pas dire grand chose sur ça, mais sinon j'étais content de voir mon oncle heureux, quoi. Avec sa femme, avec Colin. Je suis content, quoi. Parce que Colin, je l'ai connue il y a 10 ans lorsque je suis venu pour la première fois au Vietnam. J'ai vécu chez elle. Et puis mon oncle, je le connais depuis mon enfance, depuis que je suis né, lui il m'a vu. Et puis je suis content de les voir heureux, quoi. Mais je sais toujours pas pour les mariages vietnamiens, j'ai loupé. Et on sait jamais que tu vas participer Quoi? Le mariage de ton oncle au Vietnam, c'est ça? De quoi? Tu penses jamais que tu vas participer? Ah non, je savais pas qu'en fait j'allais venir au Vietnam et que j'aurais eu la chance d'aller au mariage de mon oncle. Tous les gens de ma famille disent hey, mais il y a personne, je dis non, je suis là. C'est bien. Et puis ouais, c'était drôle. J'ai fait 3 heures de mobilette, je ne peux pas aller le voir sur des routes. Et je suis tombé en panne, j'ai cassé ma roue, j'ai dû réparer tout ça. C'était une grande aventure pour aller jusqu'à lui. Et puis j'ai cru que j'allais jamais arriver. Je dis bon, je sens que je vais arriver, ça sera fini. Mais j'ai eu la chance d'arriver vraiment à la fin, de croiser quelques personnes de ma famille, vite fait, vraiment très vite, juste 5 minutes. Et puis de voir mon oncle au moins, quoi. Ouais. Et au Vietnam, quand tu reviens ici, est-ce que c'est quelqu'un t'a aidé ou après tu as rencontré les gens, les amis, les nouvelles relations et ça t'aide beaucoup de la langue et comme ça? Est-ce que pour le Vietnam, pour moi c'était un choix. En fait, c'était un moment de ma vie où est-ce que je me demandais où est-ce que comment j'allais aborder mon côté artistique que j'avais laissé de côté pendant quelques temps, parce qu'en fait j'ai eu une blessure, j'ai eu comme une fracture à la cheville qui m'a je sais pas, paralysé presque 3 ans. Et puis quand ça allait mieux, je me suis dit bon, j'aimerais refaire du cinéma, j'aimerais refaire des choses artistiques. Et puis le Vietnam, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et puis j'ai créé un film que je veux réaliser en fait, qui est je sais pas, franco-vietnamien. Et puis j'ai un ami en fait qui vit ici, un ami d'enfance, et qui m'a contacté au même moment et qui me dit ouais William, ça serait bien que je revienne au Vietnam en fait. Et je dis ouais, je lui dis que je voulais revenir au Vietnam, mais qu'il me fallait certaines conditions pour que je sois quand même à l'aise, pour que je puisse quand même pouvoir m'entraîner et puis faire mes recherches en fait. Ouais, et puis j'ai eu pas la chance d'avoir de bonnes conditions, je sais pas venir ici. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes et je sais pas, qui m'ont permis de faire un casting qu'en fait j'ai réussi parce qu'ensuite j'ai fait un film et puis ce film là se passe bien et je suis content en fait. Et qui t'a aidé de parler trop bien vietnamien comme ça? Qui m'a comment? Qui t'a aidé de parler trop bien vietnamien? C'est tout le monde. Tout le monde m'aide tous les jours, je sais pas, parler vietnamien et tout. La première fois que je suis arrivé au Vietnam, j'ai pris 1 mois de cours à l'école avant. Mais avant que je vienne au Vietnam, pendant 1 an, j'ai repris l'école en fait. Ça faisait des années que j'avais arrêté l'école et je suis retourné à la fac où est-ce que j'ai appris plus les bases, qu'est-ce que était l'écriture vietnamienne, la langue et puis toutes les bases que je connaissais, mais pour mieux les comprendre en fait. Et puis en parlant avec les gens, en allant à l'escalade, les gens me parlent qu'en vietnamien. Et ensuite pour le film, j'ai pris une professeure vietnamienne qui m'a aidé pour le film. Et puis là maintenant je travaille dans une agence en tant qu'assistant directeur casting et maintenant je parle avec l'équipe. Mais j'ai pas encore eu
j'ai hâte de voir le moment où est-ce que ça va se débloquer en fait pour parler en fait. Beaucoup plus. Je parle vietnamien mais j'ai l'impression que c'est comme quand je parle je sais pas moi, non c'est pas du chinois quoi, mais c'est vraiment drôle parce que parfois je parle longtemps avec quelqu'un et au bout de 5 minutes je dis ah mais en fait il ne comprend pas. Je me rends compte qu'il ne comprend pas parce que j'ai un accent bizarre, je sais pas quoi. Ok. Ouais. Mình chắc mình đứng chỗ thôi cho em khỏi phải đi Dũng. Hoặc là anh muốn đi thì sao? Đây cũng được, tại cái này đâu có giật lắm đâu. Ok, William anh cứ nói đi. Bon, marcher. Mais non, pose-moi la question, je sais pas c'est quoi, je vais pas dire. C'est everyone. Pour toi, tu penses que everyone needs to move, c'est ça? Voilà, everyone needs to move. Voilà, pourquoi c'est Ouais, important? Ouais. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Tu penses que tout le monde faut bouger tout le temps? Pas bouger tout le temps. Everyone need to move. Je pense que la vie, c'est un mouvement. C'est pas tout le temps en changement en fait. Et puis quand tu bouges, ça te reconnecte en fait avec ça, avec ce principe de vie en fait. Alors on a passé Déolaya, des Déolaya. couples. Ok. C'est pas- ouais. Alors, everyone need to move. C'est parce que je pense que la vie en fait c'est. Ouais, donc. Ok. Voilà. Everyone need to move. I'm sorry. Nói đi. Non, sorry. Voilà. Allez, quelle est ta question? Est-ce que tu penses que everyone needs to move, c'est-à-dire pour les gens, c'est mieux de bouger tout le temps ou c'est quoi le mouvement que tu veux dire ici? Everyone needs to move. Everyone need to move, de toute façon, parce que le corps, en fait, c'est la vie, comme je disais, c'est en perpétuel mouvement, en fait, et c'est tout le temps en changement. Tu veux pas venir là? Ça fait bizarre. Moi, on a statique, hein. Ouais. Là, je te dis, ça va te faire bizarre pour le son après si tu le rajoutes. Je te le fais statique. William sợ là mình không có nghe được cái tiếng. Âm nha được không? Cái chinh á. Dạ. Ouais. Et voilà. Pour toi, les gens dans la vie, il faut bouger. Et tu m'as dit, everyone needs to move. Ouais. Et pour Everyone toi, need to move, yeah. ouais. C'est everyone need to move. Je pense, quand tu bouges, ça doit te reconnecter en fait avec le sens de la vie en fait. Et puis la vie c'est un mouvement perpétuel en fait. Et je pense que quand tu bouges aussi, ça te fait du bien en fait. On a besoin de s'exprimer en fait. Le corps a besoin de bouger. Mais Marcher plus lente. plus lentement. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire que tout le monde, c'est mieux de bouger tout le temps et c'est comme ça dérange des fois. Des fois, Juste simplement bouger, je pense que ça fait du bien. En fait. Tu peux voir des gens qui ne peuvent pas bouger, qui sont malades, et, ou sinon qui sont obligés de rester sur une chaise en fait. Ils ont besoin de bouger aussi en fait. Et puis simplement si tu les emmènes se balader, si tu les emmènes voyager, voir autre chose, ça leur fait du bien en fait. Et je pense que dans ce sens-là, everyone need to move en fait. Mais après, sauf si t'es un moine en fait. Si t'es un moine, tu peux rester assis des jours et des jours et des jours. Et move, ça veut dire que bouger tout le temps. On peut pas rester. Non, move, pour moi, le sens de move, c'est-à-dire que si la vie autour de toi bouge trop, il faut rester immobile en fait. Mais si autour de toi c'est mobile, avance. Il faut être être dans
dans une harmonie en fait. C'est-à-dire que la vie elle est faite de, je sais pas, de polarité à chaque fois. C'est un peu bizarre de dire ça, mais que tu le veuilles ou pas, quand tu es statique ou quand tu bouges, le mouvement il est là tout le temps en fait. Mais c'est un truc qui est dans la tête, c'est dans ta manière de penser, c'est comme le flow des pensées en fait. Et pourquoi c'est moi qui dois le dire? Non, c'est juste la dernière phrase. Pourquoi C'est tu juste dis pour- pas? C'est comme, t'as dit, ok, non, ta main fait, elle est coupée et on refait ça. C'est tout. Ouais. C'est Que la je dernière refasse, phrase. Ouais, refais. Voilà, donc, everyone needs to move. Ça veut dire que mobile ou immobile, ça dépend dans chaque situation différente et il faut s'adapter et apprendre avec la vie. Ça, c'est un film de toi, William. C'est ton rôle. Tu peux le dire? Non, je sais pas. C'est toi, je pense que c'est important. Je sais pas, mais parce que la dernière fois, on a discuté Oui, et c'est important. j'ai trouvé ça. Oui, c'est important, tu sais très bien. Ouais, c'est everyone need to move. C'est important en fait. Je pense que quand tu bouges, ça te remet bien avec la vie en fait. Ça te reconnecte avec la vie. Et après, parfois, quand il y a des moments dans la vie où est-ce que tu es immobile, où est-ce que tu peux pas bouger, tu fais avec. Voilà. Merci.